Donc, bienvenue donc, pour cette sixième conférence de la journée. J'ai le plaisir de vous présenter donc Monsieur Mubs, donc, qui est consultant donc, dans le groupe Sopra. Donc, il se présentera plus complètement tout à l'heure. Il va nous parler des nouveaux métiers du Web 2.0 MeToo Réalité. Alors, Web 2.0, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il n'y a pas si longtemps que ça encore, je me disais Web 2.0, qu'est-ce que c'est ? Et par ailleurs, en même temps, d'autres personnes disent Web 2.0, c'est dépassé. Maintenant, on est bien au-delà de ça. Donc, je pense que M. Meuf va nous faire le point sur tout ça, mais très au-delà, sur quelles sont les incidences, quelles compétences cela entraîne, quels sont les besoins des entreprises. Et puis, donc, il nous présentera comment, parce que lui, il en a fait son métier, il est dedans toute l'année, donc il va vous en parler bien mieux que moi, et je lui donne la parole immédiatement. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous. Donc, je vais donc vous parler des métiers du Web 2.0. Donc, MeToo Réalité, on va éclairer la question justement pour savoir s'il y a de vraies opportunités ou si ça reste justement une question. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis de Sopra. Donc, je suis senior manager en conseil, c'est-à-dire que j'ai une petite équipe de consultants et on traite essentiellement donc des sujets que vous voyez dessous, qui sont en gros des sites internet, des sites intranet, des solutions collaboratives. Donc on baigne dedans toute la journée, soit en phase amont, c'est-à-dire aiguiller nos clients vers le meilleur choix, comment déployer ce type de solution, ou en phase vraiment réalisation, c'est-à-dire comment on les met en œuvre et comment on s'en sert au quotidien. Donc voilà pour mon cursus, avec une double compétence, je dirais un peu technologique sur les outils, et une compétence aussi métier sur l'impact sur l'organisation, comment s'en servir, comment le déployer au mieux. Donc le Web 2.0 est interactif, donc là je vais vous montrer des choses. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions par rapport à ce que vous voyez, c'est le moment. Donc voilà, je vais essayer de poser le décor d'abord, puisque Web 2.0 c'est un terme qui parle pas forcément à tout le monde. Donc souvent on l'associe une évolution technologique. Il n'y a pas de révolution. Autant le web en lui-même a été une révolution, autant le Web 2.0 finalement n'est que, je dirais, une innovation de plus. On a pris des technologies qui existaient déjà pour servir des usages par contre complètement nouveaux. C'est-à-dire on a souvent l'image du web un peu vertical, c'est-à-dire en mode push, c'est-à-dire je suis contributeur et j'envoie du contenu à des gens qui le consomment. Là on est passé au mode horizontal. C'est-à-dire je publie du contenu pour les autres personnes, pour mon réseau. Et donc, effectivement, l'idée phare derrière le Web 2.0, c'est de passer du mode de ce qu'on appelle one-to-many. Je suis désolé, mais là, tout ce qui tourne autour du Web 2.0, c'est assez anglais. C'est-à-dire je publie pour beaucoup, de many-to-many, c'est-à-dire tout le monde interagit en réseau. Donc voilà, si on revient aux sources, finalement, de Wikipédia, qui est un bel exemple du Web 2.0, à savoir de l'intelligence collective matérialisée par des contributeurs multiples au service de tous. Moi, je vois, j'ai des enfants qui sont scolarisés, donc ils ont le réflexe Wikipédia. Aujourd'hui, c'est un peu à la fois la force et le danger du Web 2.0. C'est-à-dire c'est la source de connaissances universelle. Maintenant, il faut être capable aussi d'aller chercher de multiples sources d'infos pour les trier et en faire quelque chose de pertinent, quoi. Donc Wikipédia parle de seconde génération de communautés de services en ligne, telles que des réseaux sociaux, des wikis, qui visent à faciliter collaboration et partage entre les internautes. Donc c'est ce que je vous disais. C'est pas une révolution, mais une évolution. C'est-à-dire que c'est le web mis au service finalement d'échanges, sans doute moins formalisés, plus spontanés et plus rapides qu'avant, quoi. Donc c'est relativement neuf, puisque vous voyez que la première conférence Web 2.0 a eu lieu en 2004 seulement. Avec l'idée qui est derrière ce schéma-là, c'est nuage, une constellation, c'est du tag. C'est un peu une logique floue, c'est-à-dire on contribue, on ne sait pas vers qui ça part, on ne sait pas très bien où ça atterrit. C'est un peu le danger. Si on parle recrutement, aujourd'hui, vous tapez votre nom sur Google. Donc le premier site qui sort, c'est 123 People, avec une agrégation de votre présence sur le web et tous les liens privés ou perso vers tous les contenus que vous avez publiés sur le web. Ça peut être relativement dangereux. On en reparlera après, mais est-ce que le modèle 2.0 est vraiment applicable dans l'État aux entreprises ? Pour moi, rien n'est moins sûr. Donc après, il y a un certain nombre d'outils, d'acteurs qui tournent autour du Web 2.0. Finalement, si on essaye de zoomer de manière un peu concrète,
On va trouver des logiques de ce qu'on appelle de portail ou d'agrégateur. C'est un peu l'approche self-service. Je ne sais pas si vous connaissez NetVibes, qui est une start-up française assez connue. NetVibes, en gros, ça tire des fils RSS, c'est-à-dire je m'abonne au monde informatique, je m'abonne à l'APEC, et je reconstitue mes pages avec mes onglets, mes univers, de manière tout à fait personnelle, quoi. Ça, c'est un bel exemple du Web 2.0, parce que finalement, c'est assez universel. Je suis capable d'adresser n'importe quelle source de données, et je me le réapproprie en me faisant une interface totalement personnalisée, quoi. Ça, c'est la logique consommation de l'information. Après, il y a une logique purement réseau. LinkedIn, qui sont des réseaux plutôt professionnels. Facebook, qui sont des réseaux plutôt d'échanges personnels. On va trouver Viadeo, Second Life. Là, c'est encore une projection d'un avatar virtuel. Donc ça, c'est une logique encore un peu différente. On va trouver beaucoup de sites qui proposent de partager du contenu sous formes diverses et variées. Soit des blogs, ça va être en mode purement textuel ou article, où on va jusqu'au contenu riche, donc sur YouTube ou MySpace, quoi. Et là-dessus, c'est vrai que ou du bookmarking social, on échange les liens, les moteurs de recherche intelligents, ou outils collaboratifs, quoi. Et après, si on zoome, voilà, le bénéfice attendu, enfin, vu de l'entreprise aujourd'hui, hein, il y a eu des sondages qui ont été faits. Ce qui est attendu, meilleure interaction avec mes clients. Donc ça veut dire j'étends le modèle et j'essaye de devenir entreprise étendue. C'est-à-dire je collabore à l'intérieur de mon entreprise et vers les partenaires et les fournisseurs, les clients. Après, intégration simplifiée et plus de collaboration entre mes salariés. Donc ça, c'est les 3 points phares. Je dirais c'est les 3 axes sur lesquels les entreprises envisagent d'utiliser les technos Web 2.0, quoi. Donc sachant que c'est un peu difficile, il y a sur la contribution, il y a un modèle qui est un peu connu, ce qu'on appelle le mythe des 1%. C'est-à-dire en gros des sites comme YouTube par exemple, il y a par rapport à 100% des personnes qui surfent sur YouTube, il y a 0,3% de contributeurs réguliers, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que sur les intranets, c'est un peu pareil. Il y a une espèce de modèle social qui converge vers des contributeurs clés, qui généralement représentent 1 à 3% des contributeurs, quoi. Donc c'est pour ça qu'aussi, c'est facile de contribuer de manière personnelle. En entreprise, le modèle de contribution est un peu plus difficile à répliquer par rapport à une application personnelle. Donc si on essaye finalement de se donner une vision un peu globale, c'est quoi l'impact du Web 2.0 par rapport au Web qu'on connaissait depuis il est un peu plus vieux. Donc voilà, le premier point fort, c'est une socialisation du Web. Donc on parle de réseau social, voilà, on parle d'échange, de partage, d'intelligence collective. Wikipédia est un bon exemple, les wikis en général sont un bon exemple de ça. Et c'est vrai que ça ramène à l'idée du partage des connaissances. Donc ça, c'est un thème un peu récurrent qui était à la mode. Moi, j'étais à Capgemini il y a une quinzaine d'années. Déjà, on parlait du knowledge management, de la manière de bien capitaliser ses connaissances. Et là, c'est une manière simple de passer de ce qu'on appelle de la connaissance tacite, c'est-à-dire celle qui est dans les têtes, à une connaissance formelle, à celle qui est écrite et de la partager, quoi. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, donc moi, j'ai parlé de self-service, d'appropriation. Donc c'est la logique iPhone, c'est-à-dire j'ai mon interface, mais je me l'approprie, je me la personnalise, je mets les choses que j'ai envie de voir, je mets les informations que j'ai envie de manipuler au quotidien. Donc ça, c'est assez présent sur le web, assez peu présent dans le domaine des entreprises. Et le troisième aussi, c'est des interfaces plus simples, plus riches, en gros plus, je dirais, auto-apprentisseuses, quoi. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'un manuel de 50 pages pour m'expliquer comment ça marche. En quelques clics, je vois comment utiliser, et finalement c'est complètement, c'est beaucoup plus intuitif, quoi. Donc voilà, ça c'est les 3 aspects principaux qui peuvent caractériser une application Web 2.0. Voilà, alors après voilà les concepts posés. Donc en gros, on voit une évolution intelligente du web vers des réseaux finalement de partage d'informations. Et après, comment on vit ça dans les entreprises? Donc là, je vais vous donner une vision forcément subjective, puisque c'est la mienne au travers des missions de conseil que j'ai pu mener. Mais on va voir que c'est pas forcément évident, quoi. Voilà, ça vous donne une photo entre un monde carré en bas et un monde plus nuageux en haut. Donc je pense que ça retranscrit un peu la réalité des entreprises, où en bas vous allez voir finalement de l'interaction entre l'utilisateur et l'informatique en règle générale. On va trouver là des progiciels, des applications métiers, des tableurs. En gros, c'est ce qu'on appelle les données de gestion, quoi. Ça va être du suivi de commande, ça va être des grilles tarifaires, ça va être voilà, tous les contrats que j'ai passés. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est les données de base de l'entreprise. Celle-là, elle fonctionne. C'est pour ça que j'ai mis une usine, ça marche, c'est connu, il y a beaucoup c'est maîtrisé. Après, il y a la sphère du haut, qui est comment je contribue au quotidien avec mes collègues. Donc là, avec eux, j'échange ce qu'on appelle toute la sphère gestion de contenu, c'est j'échange du document, j'échange de l'information, j'échange des mails. Et depuis
depuis peu, j'échange avec eux au travers de réseaux sociaux, quoi. Et là, je dirais que c'est l'apport du Web 2.0 dans cette photo-là, quoi. Donc avec un contraste aujourd'hui, voilà. Sur la brique du bas, ce qu'on constate, c'est bon, il y a une grande majorité des entreprises, petites ou grandes, sont relativement équipées là-dessus. C'est-à-dire sur les données analytiques de gestion de leur activité, gestion de production, gestion commerciale, gestion RH, ils sont relativement outillés. Et je dirais que les rôles sont assignés au quotidien. Les personnes sont connues. Sur la brique du haut, c'est un peu différent. Voilà. C'est plutôt nouveau. C'est un peu paradoxal, hein, mais les messageries, ça existe depuis... je dirais que la messagerie généralisée existe depuis au moins 15 ans. Des entreprises qui gèrent de manière rationnelle leurs mails, il y en a très très peu. Là, c'est en train d'arriver, quoi. Ça veut dire aujourd'hui, la messagerie, c'est chacun qui a sa propre logique, qui crée ses petits dossiers, qui classe ça comme il peut, alors qu'il y a une valeur énorme contenue dans les mails. Donc là, on est en train, nous, de réfléchir avec des sociétés sur la manière d'organiser les mails de façon collective. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a Google nouvel outil Google Wave qui fait un peu ça. C'est-à-dire au lieu de raisonner unitaire par mail, on va raisonner sur un thème. C'est-à-dire il y a un ensemble de mails qui intéressent un certain nombre de personnes et on regroupe ça de manière cohérente, quoi. C'est un peu l'idée. Donc ça, c'est une sphère qui est beaucoup plus informelle, beaucoup plus inorganisée. Le Web 2.0 est une petite partie de ça sur le volet collaboratif. Donc vous voyez, ça c'est pour situer un peu la vision. Moi je suis directeur d'une société, quelle vision j'ai, que peut m'apporter le Web 2.0, donc il va raisonner comme ça. Moi je suis déjà équipé sur les briques de base, je commence à structurer ma messagerie et mon échange de documents, et puis tiens, il y a réseau social, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Voilà à peu près le tableau, quoi. Et donc il y a forcément un contraste entre le bas où on est sur des... Maintenant, on commence à avoir des processus métiers établis. C'est-à-dire les gens qui font du commerce, les gens qui font de l'avant-vente, les gens qui font de la production, qui font de la vente, tout ça c'est connu, c'est modélisé, les gens maîtrisent leurs fonctions. C'est câblé dans une organisation, il y a des chefs de service, donc tout ça c'est connu, c'est ventilé, c'est rétribué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui mène une activité de production, qui l'amène bien, qui produit des produits de bonne qualité, il est récompensé. Sur la sphère du dessus, c'est beaucoup moins simple. Donc là, c'est basé sur l'effet réseau. Finalement, comment on mesure l'effet réseau ? Si je me comporte de manière collaborative dans ma boîte et que j'arrive à avoir les bonnes infos au bon moment, comment je mesure ça ? Voilà. Comment je mesure la bonne capitalisation de mes connaissances ? Comment je mesure le fait que j'ai bien partagé ? Voilà. Généralement, c'est de l'organisation complètement à plat, là. Un mail, il n'y a pas de logique hiérarchique. Vous pouvez arroser qui vous voulez. Donc, et là, on est sur une valeur à prouver. Aujourd'hui, c'est en train de basculer. C'est-à-dire que c'est un peu comme le PIB. Il y a des économistes qui vous disent que le PIB, c'est pas la bonne manière de mesurer la valeur produite par un pays. Ça veut dire qu'il y a aussi le bien-être, il y a la manière dont on communique, la manière dont on vit au quotidien. Et là, c'est un peu la même idée qui est derrière ça. C'est-à-dire, je sais mesurer facilement mes données analytiques. Comment je mesure le fait que mes gens dans l'entreprise travaillent bien entre eux, collaborent bien, partagent l'intelligence, progressent collectivement. On en est là, quoi. Et ça, c'est le pas n'est pas encore franchi, c'est ce qu'on appelle le capital intellectuel, quoi. Mais ça explique des valeurs, hein. Pourquoi des sociétés de 200 ou 300 personnes sont cotées 10 fois plus que leur valeur ? Parce que finalement, on rétribue de manière, sans le savoir, le capital intellectuel, quoi, ou le futur. Donc voilà, et ça veut dire, le corollaire de ça, c'est que les fonctions du bas sont connues et maîtrisées, celles du haut, elles sont, je dirais, en devenir. Elles ne sont pas encore intégrées dans la structure d'organisation. Donc voilà. Là, j'ai listé un certain nombre de nouvelles fonctions, dont certaines sont relativement anciennes, mais je dirais qu'elles reviennent au goût du jour, parce que le Web 2.0 remet au goût du jour la gestion des connaissances et du partage de l'information. Donc on va trouver le rôle de knowledge manager. Donc en gros, c'est quelqu'un qui est soit responsable de la capitalisation des connaissances, en tant que, je dirais, responsable de gens qui réfléchissent ensemble, ou quelqu'un responsable de stimuler dans l'organisation le fait qu'il y ait des poches comme ça de savoir collectif et qui continue à prospérer. Donc ça, c'est une première fonction, je dirais pas forcément nouvelle, mais qui revient au goût du jour. Donc après, il y a la logique de community manager. Donc là, on associe souvent au partage de l'information, à la gestion des connaissances, la notion de communauté. C'est-à-dire à une organisation peut-être finalement relativement structurée d'une entreprise, on associe des organisations plus informelles, qui sont des gens, un peu à la mode du web, des gens qui se regroupent, comme les groupes dans Facebook, des gens qui se regroupent par communauté d'intérêt. C'est-à-dire, il y a les experts de tous ceux qui gèrent les nouvelles méthodes de recrutement RH.
Donc ils se mettent ensemble, ils réfléchissent. Ils publient des pages. Ils ont des pages privées, ils ont des pages publiques. Donc là, finalement, il peut y avoir un rôle d'une personne qui est, toi, tu es responsable de une ou plusieurs communautés sur ce thème-là, ou de l'ensemble des communautés RH. Ça peut être un rôle, quoi. Après, il y a une logique Media Manager. Donc là, on peut être responsable de l'animation, de la modération, soit d'un réseau, soit d'un outil. Là, on trouve pas mal ça dans le marketing ou l'e-commerce, quoi. C'est-à-dire, on est à la mode un peu du co-browsing ou je demande mon avis avant de lancer. Moi, j'ai bossé pour des sociétés. Avant de refaire leur site web, ils ont fait une campagne de 6 mois pour demander leurs avis aux internautes avec une logique de rating. Donc, à chaque fois qu'une idée est émise, les gens votent pour l'idée. Et finalement, les meilleures idées remontent assez spontanément. Donc ça marche pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une personne derrière qui est modérateur, qui regarde le rating, peut-être qui pousse les bonnes idées. Donc il y a une logique e-marketing, animation commerciale derrière tout ça, qui est un peu nouvelle et qui est souvent associée à la logique marketing. On peut trouver des blogueurs professionnels. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais demain, on peut supposer que ce sera important pour une société d'avoir un certain nombre de blogueurs visibles sur la toile, parce que ça crédibilise soit leur positionnement high-tech, soit leur positionnement R&D. Donc voilà, après on va trouver, ça c'est un rôle plus classique, mais qui se transforme un peu, le rôle de responsable éditorial. Donc responsable d'un site ou d'une rubrique internet ou intranet, équipé d'outils finalement assez collaboratifs. Ça veut dire que le rôle il est un peu différent. Là où je mettais mon site à jour peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, là je suis obligé d'être actif en permanence, quoi. Donc je suis obligé de mettre à jour, de répondre aux modérations, au chat, au rating, au vote. Donc c'est une logique beaucoup plus temps réel là-dessus, quoi. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle des contributeurs clés. Donc ça, c'est des rôles qui sont assignés sur des gens qui sont experts d'un domaine en particulier, qui sont chargés de centraliser l'information. Je parlais tout à l'heure du mythe des 1%. En fait, tous les gens qui ne contribuent pas, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément l'outil ou qu'ils n'aiment pas l'information au bon moment. Ils poussent l'information vers le contributeur clé qui, lui, analyse, décante, remet ça en forme et le publie de manière réutilisable. Donc ça, c'est un dernier rôle. Voilà, donc ça c'est la vision, je dirais, optimiste de tous les nouveaux rôles qui sortent autour des outils Web 2.0. Après, voilà, il faut nuancer, c'est-à-dire que finalement, les gens ont des postes assignés dans les entreprises, souvent, c'est la vision brique du bas, et on vient leur rajouter une fonction supplémentaire de contribution ou d'animation. En général, ça se passe plutôt comme ça, quoi. Donc voilà, là j'ai mis un exemple, voilà, un responsable de service, on lui dit du jour au lendemain, maintenant tu es responsable de la capitalisation de ton équipe, quoi. Donc c'est bien, parce que le gars il est déjà occupé 5 jours sur 5, 100%, et on lui met 110%, quoi. Donc là c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile à gérer, en plus c'est pas dans ses objectifs, il sera pas rétribué sur le fait de le faire, donc c'est pas forcément simple à gérer. Ça, moi c'est le cas de figure, franchement, le plus fréquent que je vois aujourd'hui, quoi. Voilà. Et c'est lié au fait que voilà, on est sur la sphère du haut, et le fait de produire sur la sphère du haut, aujourd'hui c'est pas très bien récompensé, quoi. La logique de production et de régulation de l'information, c'est pas très présent, quoi. C'est-à-dire que les gens, en gros, qui sont des capitalisateurs, parce qu'il y a une différence entre finalement l'information et le savoir. L'information brute, on en trouve plein sur Internet. Après, avant de se faire un savoir sur un domaine, c'est un autre boulot, quoi. Il y a des gens qui sont capables de faire ça, c'est-à-dire synthétiser tout ce qu'il y a sur le web et mettre en forme des synthèses intelligentes. Et ça a une valeur énorme. Ça peine à être reconnu, quoi. Objectivement, il y a assez peu de personnes dont c'est la fonction à plein temps, quoi. Ça vient souvent un peu en plus. Moi, j'ai l'exemple dans ma société, des gens qui sont responsables de l'offre et en même temps, ils gèrent le portail de capitalisation parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. C'est un peu la dernière roue du carrosse, quoi. Assez souvent. Voilà. Donc, alors maintenant, ça, c'est une photo pas forcément optimiste. Mais il y a quand même de bonnes raisons d'être optimiste parce que la vague qui va du carré au nuage, elle est en train d'arriver, en fait. C'est pas forcément mûr, mais il y a de bonnes raisons de penser que la transformation va s'effectuer comme ça. Donc aujourd'hui, il y a un vrai décalage. En fait, nous dans le recensement qu'on fait sur les études qu'on fait sur finalement, il y a beaucoup de sociétés qui viennent nous voir en disant les mecs se plaignent, ils sont pas contents, ils n'ont pas assez d'outils collaboratifs. En gros, parce qu'ils vivent un décalage entre ce qu'ils ont à la maison, où ils ont un FAI qui leur donne 2 mégas ou 4 mégas de bande, tout est instantané, ils ont des outils pour collaborer avec leurs amis, ils peuvent publier des photos pour quelqu'un qui est aux US ou n'importe où, donc ça c'est super facile. On arrive dans l'entreprise, déjà il n'y a pas beaucoup de tuyaux, parce que c'est l'entreprise qui paie les tuyaux, donc le tuyau il est réduit, donc j'ai pas de bande, j'ai pas ces outils-là, j'ai la difficulté à connaître les gens avec qui je communique, donc globalement on voit un sacré décalage entre ma vie à la maison et ma vie au boulot, quoi.
Et donc ça, je dirais que c'est acceptable pour des gens de ma génération. Moi, j'ai commencé à bosser, le web n'existait pas, donc à la limite, je sais comment c'était avant. Pour des jeunes, ce qu'on appelle en anglais, ça s'appelle les digital natives. Moi, j'ai un bel exemple avec mes filles. Bon, elles sont câblées Facebook, elles ont un iPhone, et pourraient pas comprendre qu'elles arrivent sur un poste de travail et qu'elles n'aient pas tous ces outils-là, quoi. Donc, ça veut dire que le sens de l'histoire, il va aller dans le fait de servir forcément ces nouveaux métiers. Et ça veut dire forcément la sphère du haut, elle va grossir, elle va se structurer, donc les nouveaux métiers, ils vont arriver avec, quoi. Donc voilà. On prend conscience aujourd'hui de l'importance des échanges. Alors ça aussi, c'est lié. Il y a une logique derrière de dématérialisation. On commence à faire des factures électroniques, on commence à avoir des mails qui font preuve en fait soit sur des litiges, soit sur des manières soit sur même des transactions. Donc ça veut dire que derrière, il faut les gérer, il faut les sauvegarder, il faut sauvegarder que les bons. Donc on a un certain nombre de nouveaux outils comme ça qui vont nous aider à finalement à structurer, et ne serait-ce qu'à sauvegarder la connaissance qui est échangée. Voilà. Voilà, j'ai parlé de capital intellectuel, donc ça c'est des réflexions qui sont assez présentes. Il y a aussi des logiques finalement d'attraction de nouveaux talents, puisque plus on a d'outils comme ça, plus on est. C'est très très vrai dans les. Là, moi, je suis intervenu récemment pour un grand groupe dont l'ambition était finalement de devenir international. Qui dit international dit échange multiculturel, dit décalage horaire, dit forcément collaboration électronique, quoi. Donc la question qu'ils nous ont posée, c'est comment je m'équipe d'outils qui vont permettre aux gens de collaborer efficacement, quoi. Donc ça va des outils de base collaboratifs sur le poste de travail, messagerie, chat, partage de documents, envoi sécurisé, travail de groupe, donc ne serait-ce qu'un simple espace de travail collaboratif. On crée un projet, il y a 5 personnes, je vous abonne et on est tous visibles sur ce groupe de travail. Et ça va jusqu'au portail complet, où là, par exemple, je crée un portail complètement interactif que je mets à disposition de mes fournisseurs ou de mes clients, quoi. Donc voilà en gros la prise de conscience. Voilà, je parlais de l'intelligence collective. Donc ça aujourd'hui, je dirais qu'on est à l'étape où la valeur est perçue, quoi. On n'est pas encore à l'étape où ça va devenir, je dirais, reconnu et dans les mœurs. En gros, c'est des postes qui ne sont pas encore dans les organigrammes, quoi. Mais ça va venir. Aujourd'hui, ça vient en complément de postes déjà occupés. Après, c'est un constat qui est variable. Je dirais que plus il y a d'inertie, plus la boîte est grosse, plus il y a de l'inertie, plus ils ont du mal à y venir. Plus la boîte est petite, plus elle est dans un esprit start-up horizontal, plus ces outils-là sont finalement naturels et déployés super rapidement, quoi. Maintenant, il y a aussi des contre-exemples, hein. Il y a des boîtes grosses qui arrivent à être relativement performants sur ces aspects-là, quoi. Voilà, après, il y a des secteurs assez porteurs. Donc tout ce qui est e-commerce, marketing, tout ça, ça oriente pas mal sur la logique de communauté, d'échange. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier aussi là. On a beaucoup de retours sur aujourd'hui quand on achète un produit, on voit qu'il y a des avis en fait. Donc on peut soit décider de se baser dessus, soit penser qu'ils sont un peu noyautés, qu'il y a des gens payés pour remplir les avis, quoi. Je pense qu'il y a les deux cas, mais finalement c'est à nous de faire preuve de tri sélectif par rapport aux infos qu'on a trouvées. Maintenant il y a une vraie logique quand même. Quand on parle de commerce équitable et de choses comme ça, on peut associer au commerce une vraie logique d'échange et de partage de connaissances, quoi. Donc il y a pas mal de nouveaux sites qui ont compris ça et qui surfent pas mal sur ce thème-là, quoi. Pas mal sur les produits écologiques, développement durable, quoi. Donc moi j'ai bossé pour des gens qui sont en train de refaire une plateforme de e-commerce. En parallèle de leur site vendeur, ils sont en train de monter une plateforme de dons. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai des choses à donner, j'habite à tel endroit, et si vous voulez, vous venez le chercher, quoi. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément, et donc il y aura quelqu'un dans l'entreprise qui sera payé à temps complet pour modérer la plateforme de dons, quoi. Donc c'est quand même des métiers un peu nouveaux. Donc voilà, après il y a tout il y a l'explosion de la gestion de contenu. Ça, nous on travaille beaucoup dans l'open source autour de produits comme Alfresco. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc en gros, ils ont un chiffre intéressant, Alfresco. Depuis l'année 2007, on produit tous les ans plus de documents électroniques que depuis le début de l'humanité. Donc ça veut dire que c'est complètement exponentiel. En 2007, on a produit plus de documents que depuis le début de l'humanité. En 2008, plus que depuis le début de l'humanité. Donc ça veut dire qu'il y a une explosion monumentale de la production de documents électroniques, quoi. Et forcément, ça faut le gérer d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc en parallèle, ça veut dire qu'il y a une explosion finalement d'équipements en référentiel de contenu, en stockage, en archivage. Donc il y a tout ce qui va avec, quoi. Sachant que beaucoup de documents générés comme ça ont des preuves, quand on fait une réponse appel d'offres, quand on fait un contrat, c'est des choses qui ont des preuves légales. Il faut les archiver, il faut les stocker, il faut les gérer. Donc c'est un peu le circuit parallèle du haut qui commence à prendre forme et à se structurer, quoi, par rapport au schéma que je vous avais montré au début. Voilà, bon, j'ai parlé de nouvelles générations, que eux, forcément, à un moment donné, il va falloir les servir. Alors maintenant, un tout petit bémol à ça,
C'est-à-dire qu'en gros, finalement, on a parlé de différence entre internaute et intranaute. Finalement, est-ce que mon compte Facebook ou est-ce que mes dossiers photos que j'ai sur Picasa, je suis prêt à les montrer à tous mes collègues de bureau? Moi, la réponse est non. Donc ça veut dire que le Web 2.0 en entreprise, il va falloir qu'il trouve un modèle un peu différent et modéré d'une manière un peu différente aussi. Il faut réfléchir. C'est-à-dire que les infos que vous échangez avec votre sphère de copains, est-ce que vous êtes prêt à mettre ça sur un réseau d'entreprise? Moi, je pense pas, quoi. Donc ça veut dire que la nature des informations échangées, elle sera un peu différente, quoi. Donc voilà, et pour finir là-dessus, en synthèse, donc ça veut dire que c'est un modèle qui est un peu, je dirais, en création, mais avec des grosses lignes de force qui vont forcément amener à créer des choses nouvelles. Ça veut dire que c'est pas forcément des métiers encore reconnus. Par contre, ça peut être un plus si vous parlez Web 2.0, quoi. C'est l'idée par rapport à la recherche d'emploi, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut finalement draguer un poste un peu classique, je sais pas moi, d'animateur marketing ou de responsable éditorial intranet. C'est vrai que si en plus on a la compétence sur des outils ou collaboratifs ou Web 2.0, c'est un plus forcément pour le futur, puisque les entreprises ont pris conscience du phénomène et finalement ont intérêt à recruter des gens qui sont déjà dans le bain, qui vont diffuser le nouvel usage, quoi. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à ça, on peut peut-être continuer en mode un peu plus interactif, ou des questions vraiment concrètes. Moi, je mène des missions au quotidien vraiment sur quid de ces nouveaux outils, quid de ces nouveaux usages, et finalement comment on s'en sert et comment on les insère dans une organisation existante, quoi. Pour poursuivre ce que vous disiez sur valoriser effectivement les outils Web 2.0, si on a des expériences en lien avec le Web 2.0 comme la modération sur un forum ou l'animation de communautés virtuelles, est-ce qu'on a donc intérêt à le mettre sur son CV quand on postule dans des entreprises qui sont susceptibles d'employer de tels outils? Donc si tout le monde a bien entendu, donc l'intérêt en gros de mettre des compétences Web 2.0 dans le CV, quoi. Donc oui, moi je pense qu'il faut y aller à fond, quoi. Là, faut pas hésiter une seconde, hein. Enfin, pour moi, c'est un plus. Moi, je suis régulièrement recruteur parce que j'ai une équipe de consultants. Donc même des intérêts, je dirais, extra-professionnels ou personnels pour ce type d'outils, c'est intéressant. Parce qu'à partir du moment où on est dans le monde de l'informatique, il évolue, hein. En gros, on est en train de passer du modèle application au modèle information. C'est-à-dire qu'avant, on achetait des outils pour nous donner, pour remplir une fonction, je sais pas, moi, la gestion comptable, la gestion de production. Demain, l'interface d'utilisation de l'information, ce sera plus ça. Ce sera un navigateur web avec les bonnes informations tirées au bon endroit. Donc oui, forcément. Et en plus, on est en train de mélanger. C'est-à-dire que là où j'avais un ERP en back-office qui me faisait tout, et puis finalement j'ai une somme de transactions visibles sur mon écran, demain j'aurai les mêmes transactions visibles avec du contenu éditorial. J'aurai un gestionnaire intelligent qui m'aura dit utiliser plutôt cette widget-là que cette widget-là parce qu'elle fait cette chose-là. Donc oui, en fait, je dirais que la couche de surface des systèmes d'information elle converge tout à fait vers le fait de mélanger des services transactionnels et des contenus, quoi. Donc c'est forcément une valeur ajoutée, quoi. Bonsoir. Juste une petite question. Pour vous, quelle peut être l'évolution du Web 2.0, l'après, les tendances, les orientations pour 3.0, j'en sais rien, mais... Alors le futur du Web 2.0, parce que là c'est un web encore un peu mécanique. Donc ce qu'on appelle le Web 3.0, c'est le web intelligent, c'est le web sémantique. Parce qu'aujourd'hui il y a un truc super bête, par exemple. Vous êtes sur une page web, vous cliquez, et finalement vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Alors que l'information, on l'a. Donc ça existe déjà, hein. Il y a des gens qui phosphorent sur ce qu'on appelle les topic maps. Donc en gros, c'est typer le lien pour qu'il devienne intelligent. Ça veut dire qu'au moment où on clique, par exemple, la forme du lien peut être différente suivant qu'on clique vers une nouvelle page HTML, vers un PDF, vers une application. Et là, après, il y a déjà des moteurs comme ça commence à venir, hein. Mais il y a des moteurs qui seront capables de vous proposer des choses de manière proactive ou de réfléchir un petit peu à votre place pour pas surfer de manière... je dirais de manière plus efficace et plus intelligente, quoi. Ouais. Donc le futur sera un peu là. Il sera beaucoup dans le self-service, c'est-à-dire que le Web 2.0 n'est pas forcément encore mûr sur ces aspects-là. Il est encore extrêmement satellisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le problème qu'on a, nous, vis-à-vis des entreprises. C'est une myriade de petits outils
qu'il faut finalement agréger, ils ne se parlent pas tellement entre eux. Donc je mets un wiki dans un coin, un forum dans un coin, un blog dans un autre, mais finalement comment j'agrège tout ça? Donc finalement l'étape suivante, ça pourrait être d'agréger tout ça intelligemment, et l'étape encore d'après, c'est de donner de l'intelligence à l'information. Ça, ce sera l'étape suivante. Avec ce qu'on appelle, il y a des logiques qui viennent se greffer là-dessus, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle augmentée, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai accès à une information, lui, il en déduit tout seul un certain nombre d'autres informations qu'il est capable de me présenter de manière proactive, quoi. Ça, ce sera l'étape suivante, quoi. Mais enfin, il y a du chemin, quoi. Ouais. Le Web 2.0, pour moi, enfin, il y a ce qu'on appelle le fameux hype cycle de l'innovation. Là, il n'est pas encore à l'endroit où c'est, je dirais, là, il est à l'endroit où tout le monde en a pris conscience et la plupart des entreprises sont en train de le mettre en œuvre parce qu'ils en ont compris la valeur, quoi. C'est pas encore à l'étape maturité, quoi. Alors la case d'après, c'est encore des pionniers, quoi. Et là-dessus, ce serait quel pays qui est plus en avance par rapport aux autres, les Américains, l'Europe ou le Japon? Ben là, je ne sais pas répondre. J'ai pas assez d'expérience pour vous répondre. Il faudrait que j'ai une expérience un peu plus transnationale, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai bossé pour une boîte américaine, une grosse, qui était franchement en avance là-dessus, quoi. On avait déjà presque un Facebook d'entreprise en 2002, quoi. Ouais. Pour donner un exemple, quoi. Ouais. Donc on était capable d'appuyer. Ben, c'était intéressant parce que vis-à-vis des autres personnes de l'entreprise, c'était un peu l'adoption du modèle dont je parlais tout à l'heure. On était capable de publier l'image qu'on voulait donner de soi-même aux autres personnes de l'entreprise. C'est quand même sympa. Ça veut dire qu'à l'inverse, si il y a quelqu'un qui vous appelle et vous regardez dans la mer, tiens, quelle tête il est un peu bon vivant, il a mis qu'il aimait Noir Désir. Enfin, ça donne une petite idée du personnage, quoi. Donc c'était voilà. À l'époque, eux étaient en avance. C'est vrai que il y a beaucoup d'éditeurs qui viennent de là-bas, donc globalement, je pense qu'il y a peut-être un décalage. Maintenant, après, il faudrait vraiment quelqu'un qui ait le regard culturel sur les Américains au quotidien au boulot. Après, moi, je ne sais pas répondre à ça, franchement. Moi, j'ai une vue Sopra, c'est un peu franco-français. J'ai peu de missions à l'international, donc je ne sais pas. Ouais. Peut-être que dans les pays émergents, finalement, ils ont un usage plus simple parce qu'ils ont la prime au dernier arrivant et qu'ils s'en servent beaucoup plus que nous. J'ai pas d'idée. Moi, je vois beaucoup de gens assez réfractaires. Il y a quand même des logiques de génération. Hein. Il y a beaucoup de gens qui restent ou papier, ou qui ont du mal finalement à donner de l'information parce qu'ils ont plus la culture de la garder, quoi. Donc ça peut être un frein culturel assez latin, peut-être, quoi. Mais après, moi, là, je manque de recul, objectivement, quoi. Je sais pas. Merci à vous. Bonne chance, bonne soirée.